Saviez-vous que bien avant que l'homme n'arrive, de gigantesques végétaux surplombaient la surface de la Terre? Est-ce qu'un monde sans plantes serait possible? Sans les plantes, il n'y aurait pas d'animaux, puisqu'ils dépendent de ces dernières pour vivre. Nous ne serions donc pas là pour en parler. Au début établies dans l'eau, les plantes commencent à envahir la terre ferme, il y a environ 470 millions d'années. Un changement complexe, puisqu'elles ont eu besoin d'une couche protectrice leur permettant d'éviter le dessèchement. Ces plantes à la conquête de la terre sont des bryophytes, des plantes non vascularisées, ressemblant à nos mousses actuelles qui demeurent dans les zones humides. Les lycopodes sont ensuite arrivés avec leur système de vaisseaux avancés leur permettant de grandir et de s'élever très haut au-dessus du sol. C'est ainsi qu'il y a 350 millions d'années, ils forment certaines des premières forêts. Les premières plantes terrestres se reproduisent à l'aide de minuscules spores. La révolution viendra de l'arrivée des gymnospermes qui possèdent des graines. Cette nouvelle caractéristique est essentielle pour la conquête de la Terre. Les graines ont la capacité de rester en sommeil jusqu'à ce que de bonnes conditions leur permettant de germer soient réunies. Désormais, les plantes ne sont plus limitées aux habitats humides. Plus rien ne peut les arrêter. Néanmoins, bien qu'elles se développent sur la Terre, le paysage demeure monochrome, de couleur verte. C'est alors, il y a 140 millions d'années, qu'une explosion de couleurs se produit sur notre planète. Les plantes à fleurs ou angiospermes apparaissent. Grâce à leurs couleurs, leurs odeurs et leur goût sucré, elles attirent insectes, animaux et oiseaux, les incitant à disperser leur pollen et leurs graines. Le paysage évolue et prend un aspect bien différent. Désormais, notre planète offre une véritable palette de couleurs. C'est grâce à l'évolution que les plantes ont pu conquérir la Terre. Progressivement, par le biais de minuscules changements et sur des échelles de temps correspondant à de nombreuses générations, elles ont muté. Des modifications aléatoires de leurs gènes contrôlent la croissance de la plante. Ces mutations, qui, la plupart du temps, réduisent les chances de survie, permettent quelquefois de donner un avantage à une plante la poussant dans un nouveau type d'habitat. La plante transmet par la suite cette mutation à ses descendants. C'est le processus de sélection naturelle. Les plantes évoluent tant et si bien qu'à un moment, certaines atteignent des tailles colossales. Ces plantes géantes qui habillent la Terre préhistorique sont fascinantes. Mais elles ne sont pas présentes uniquement pour le décor. Elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème préhistorique, apportant divers avantages qui ont façonné la vie sur Terre. Comment, parties d'une minuscule algue, les plantes ont pu atteindre des tailles si colossales? À quoi ressemblaient-elles? Existent-elles encore aujourd'hui? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer le passé pour découvrir les plantes géantes des anciens temps. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Les plantes sont définies comme des êtres vivants qui fournissent, entre autres, l'oxygène dont les hommes ont besoin pour vivre. Ce sont des êtres organiques photosynthétiques et autotrophes qui naissent, se développent et meurent. Les plantes n'ont pas de capacité motrice et ne se déplacent pas par elles-mêmes.
Elles se nourrissent principalement d'eau et de lumière. Les premières plantes arrivées sur Terre n'ont pas du tout l'apparence de la plupart de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, elles ont toutes évolué à partir de ces algues primitives qui constituent aujourd'hui le premier maillon des chaînes alimentaires nécessaires à la vie humaine et animale. Les algues sont des organismes vivants qui produisent de l'oxygène par la photosynthèse et dont le cycle de vie se déroule principalement en milieu aquatique. Alors que certaines espèces sont de minuscules cellules isolées, d'autres forment de véritables forêts sous-marines géantes. Les algues constituent une part très importante de la biodiversité et sont à la base des principales chaînes alimentaires. Les algues marines vivent dans l'eau salée des océans, alors que d'autres algues vivent en eau douce. Les premières algues trouvées sur Terre sont datées d'il y a 500 millions d'années. Mais de récentes recherches ont mis en évidence de minuscules fossiles d'une algue nommée Proterocladus anticus. Elle a été retrouvée en Chine et datée d'1 milliard d'années. Cette minuscule algue forme de vastes tapis verts sur les fonds marins peu profonds. Ses branches fines et filiformes, plus petites qu'une fourmi, se laissent balancer au gré du courant sur les fonds marins. Sa structure et ses ramifications laissent penser qu'elle poussait dressée au fond de la mer, en s'agrégeant sous forme de touffes épaisses. Proterocladus anticus serait l'ancêtre commun de toutes les plantes terrestres apparues sur Terre 500 millions d'années plus tard. Au départ, ces algues se cantonnent au milieu aquatique. La surface continentale est vide de vie. Comme paysage, ne se dessinent que les roches, telles de grands déserts, avec néanmoins quelques rivières. Ce sont ces dernières qui vont permettre à la vie de s'affranchir de l'eau en offrant une opportunité d'occupation de niches écologiques pour les végétaux. C'est ainsi qu'il y a environ 500 millions d'années, des plantes fortement ressemblantes à nos lichens et à nos mousses actuelles conquièrent la terre ferme. Ces premières occupantes s'agrippent aux rochers et épousent leurs moindres recoins. L'eau ne circule pas encore dans leurs tissus. Ainsi, afin de résister à la déshydratation, elles ont la capacité de réviviscence. Les plantes se dessèchent totalement lorsqu'il n'y a pas assez d'eau et elles se réhydratent dès lors que revient la pluie. D'autres plantes adoptent une stratégie différente. Elles se munissent d'une cuticule imperméable afin de réduire les pertes en eau ou d'ouvertures spécialisées afin de maintenir les échanges gazeux. Ces caractéristiques leur permettent de résister à une longue période durant laquelle elles seraient privées d'eau. Les spores qu'elles produisent et dispersent sont dotés d'une enveloppe protectrice composée d'une substance ressemblant à la chitine des arthropodes qui évite le dessèchement. Ces premières plantes ont une apparence plus ou moins semblable. Elles forment des petits axes quelque peu ramifiés. Elles n'ont pas de feuilles. Elles peuvent être couchées ou dressées et ont une vascularisation très primitive. Cela ne les empêche pas de coloniser réellement le milieu aérien et minéral en fournissant la matière première destinée à une dégradation par les micro-organismes. Cette activité engendre la formation des premiers sols végétaux. Les plantes, autosuffisantes pour la plupart, débutent la conquête d'un nouveau milieu et elles deviendront plus tard une source de nourriture pour d'autres espèces, comme les animaux terrestres. À l'image de Proterocladus, on aurait tendance à imaginer ces premières algues toutes petites. Et pourtant,
au fil des années. Certaines espèces d'algues vont atteindre des tailles considérables et former de véritables forêts sous-marines. Certaines sont encore présentes aujourd'hui et envahissent toujours nos fonds marins. On retrouve par exemple Macrocystis ou encore Sargassum. La première, Macrocystis, est également connue sous le nom de varech géant. C'est une des algues les plus impressionnantes puisque c'est l'organisme vivant qui pousse le plus vite sur Terre. Ces longues frondes brunes et glissantes peuvent pousser jusqu'à 60 cm par jour. Elle appartient à la famille des algues brunes qui est apparue il y a 200 millions d'années et l'espèce aurait commencé à se développer il y a 5 millions d'années. Grâce à de solides crampons, l'algue se fixe sur le fond rocheux. Elle est dotée de frondes et non de feuilles qui se maintiennent jusqu'à la surface à l'aide de flotteurs. Macrocystis peut s'étendre jusqu'à 60 mètres en venant s'étaler à la surface afin de profiter de la lumière pour la photosynthèse. Les frondes sont de couleur verte à marron. La tige des algues arbore un diamètre de 3 à 5 cm. Afin de bien s'accrocher, les crampons se ramifient et s'entremêlent autour du substrat jusqu'à former une masse. Macrocystis ne se développe que dans les eaux froides et ne supporte pas les températures supérieures à 20 degrés Celsius. Elle ne s'implante jamais au-delà de 30 mètres de profondeur, car ces jeunes plants ont besoin de lumière pour leur développement. Sa croissance exceptionnelle se fait par des spores. Ces immenses forêts offrent un habitat à de nombreuses espèces, autant dans les frondes qu'autour des crampons. Macrocystis existe encore aujourd'hui. On la retrouve dans l'océan Pacifique Est, du Mexique à l'ouest du Canada, dans l'océan Pacifique Ouest en Nouvelle-Zélande et également dans l'océan Indien Sud. Le sargassum est une algue brune qui forme de vastes plaques dans l'eau bleue et calme. Il peut atteindre jusqu'à plusieurs mètres de longueur. Il constitue un habitat non négligeable pour les poissons et autres habitants qui s'abritent parmi les frondes des algues. Sur la terre ferme, le groupe d'algues vertes qui demeurent fermement dans les lacs, les rivières et les étangs sont les charophytes. Ce groupe d'eucaryotes doté de noyaux cellulaires comprend diverses algues. Parmi eux, on retrouve Palaeonitella, une minuscule algue fossile qui a été découverte dans une formation nommée le Chert de Rinnie, située en Écosse. Le chert est un type de roche qui se constitue majoritairement de silice. Des communautés entières de plantes et d'animaux anciens ont été conservées dans le Chert de Rinnie avec des détails remarquables. Parmi eux, Palaeonitella pourrait bien être l'arrière-arrière-arrière-grand-père de beaucoup de charophytes modernes. Daté de plus de 400 millions d'années, le Chert de Rinnie est un dépôt sédimentaire qui contient des fossiles. Il a été découvert en 1912 en Écosse et ne cesse d'être étudié depuis. Le Chert de Rinnie présente un état de préservation exceptionnel de fossiles végétaux comme des algues et des plantes terrestres. On y retrouve également des champignons et certains animaux comme des nématodes ou des arthropodes. La pétrification en 3 dimensions met en évidence la structure interne des organismes. En effet, certains animaux et végétaux ont été fossilisés jusqu'à leur ultrastructure cellulaire.
L'âge du site est intéressant, car à cette époque du Dévonien, la Terre est à un stade précoce de la colonisation de ses surfaces continentales par les êtres vivants. Le Tchert est constitué de roches siliceuses produites par des sources chaudes qui sont nombreuses dans cette région en raison du volcanisme. À Rhini, sur le site, on retrouve de nombreuses algues d'eau douce, des charophytes, également des champignons, et aussi le premier lichen connu, ou plutôt un pseudo-lichen qui répond au nom de Winfrenatia reticulata. Sur ce site, les végétaux se partagent l'espace et les ressources et se répartissent en fonction des conditions du milieu. Ils témoignent d'une véritable communauté végétale en plein essor. Chara est un genre d'algues vertes peu connu qui possède une des structures les plus complexes d'algues. Leur apparence leur a même valu d'être rattachés, au début de la botanique moderne, à des plantes vasculaires comme les prêles. Finalement, ce sont bien des algues vertes qui possèdent des traits communs avec certaines plantes terrestres. Ces algues d'eau douce sont présentes depuis au moins le Silurien, il y a 430 à 410 millions d'années. Elles vivent fixées sur les lits boueux des rivières et des lacs. Leurs frondes plumeuses forment de grands nuages verts sous la surface de l'eau. Elles se caractérisent par des cellules géantes d'une longueur de 1 à 2 cm et leur taille peut atteindre jusqu'à 1,20 m. Elles fournissent une oasis de verdure aux autres organismes vivant dans la même zone et maintiennent l'eau propre et claire. Le petit monde grouillant de vie que l'on peut observer aujourd'hui sur un mur de pierre, sur un chemin ou encore sur un arbre est comme une forêt miniature de plantes appelées bryophytes. Les plus connus sont les mousses, mais on retrouve également des hépatiques, avec leurs frondes plates et rampantes, ou encore des anthocérotes, qui présentent des structures complexes en forme de cornes. Désormais, les plantes conquièrent la Terre. Dawsonia est un genre de mousse plus haut que la plupart des autres, et qui possède des feuilles plus épaisses. Il s'agit même de la mousse la plus haute du monde. Elle possède des tubes ou des vaisseaux spéciaux afin de déplacer l'eau sur des grandes distances. Grâce à ce système, elle possède une particularité que l'on ne retrouve chez aucune autre mousse. Elle peut se dresser jusqu'à 60 cm de hauteur. Zostélophyrum est une plante qui existait il y a 400 millions d'années, durant le Dévonien, et qui avait un aspect particulier. Elle se trouve couverte de petites épines et de branches enroulées. Elle est l'un des premiers végétaux à posséder un système de vaisseaux avec des nervures, comme les plantes et les arbres que nous connaissons aujourd'hui. C'est une première avancée vers un groupe de plantes plus complexes, que l'on appelle les lycopodes. Les premiers végétaux terrestres sont des organismes très simples, sans vaisseau conducteur, qui se suffisent à eux-mêmes. Ils sont complètement autotrophes. Ils ont seulement besoin d'eau, de CO2 et de lumière. Cependant, pour disposer de lumière, la plante ne doit pas être recouverte d'un autre végétal. Un avantage évolutif réside dans le fait de s'élever vers la lumière ou d'augmenter la surface des récepteurs lumineux. C'est ainsi que les espèces du genre Rhynia, retrouvées sur le site du Tchert de Rhini, présentent des sortes d'épines qui captent plus de lumière. Se développent ensuite les feuilles, telles des panneaux solaires utiles à la photosynthèse.
Le Dévonien sera marqué par une explosion des formes des végétaux. Le système des vaisseaux se développe afin que l'eau et les éléments nutritifs circulent au mieux dans la plante. Les rhizoïdes apparaissent. Ce sont des poils absorbants qui permettent à l'organisme de se fixer dans son substrat. Puis viennent les racines, permettant à la plante de récupérer les ressources minérales du sol ainsi que l'eau. La lignine vient rigidifier les tissus et la plante peut s'élever de plus belle. Les premières feuilles fossiles sont des structures que l'on appelle des microphyles. Certains lycopodes en possèdent. À la fin du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années, les plantes développent un nouveau type de feuilles, appelé mégaphyles. Ces dernières sont plus complexes, plus nervurées. Elles ont même peut-être évolué à partir de branches. Ces nouvelles feuilles changent l'atmosphère et la vie sur Terre pour toujours. Éophyllophyton est l'une des plus anciennes plantes connues à avoir produit des mégaphyles. Ces feuilles sont toutes petites, entre 2 et 6 mm de long et poussent par deux. Elles sont dotées de nervures ramifiées, si bien que certaines semblent palmer et se déployer dans des angles différents. Les spores se développent sur la surface inférieure des feuilles. Les lycopodes sont le groupe de plantes vasculaires le plus ancien encore présent aujourd'hui. Leur physiologie s'apparente à celle de nos plantes modernes. Même si ces dernières sont plutôt petites, il y a quelques centaines de millions d'années de cela, leurs ancêtres sont des arbres majestueux, couverts de longues feuilles. Le Baragwanathia apparaît vers la fin du Silurien et perdure durant le Dévonien. Elle est l'une des toutes premières plantes à produire de vraies feuilles. Elle possède des tubes solides qui absorbent les nutriments et l'eau qui sont dans le sol. Bien que sa taille nous paraisse relativement modeste à l'heure d'aujourd'hui, aussi haute qu'un petit buisson d'1 mètre, le Baragwanathia est en avance sur son temps et dépasse toutes les autres plantes terrestres de l'époque. Ses descendants vont continuer à s'élever et couvrir la terre de grandes forêts vertes. De premières forêts miniatures se dessinent, avec notamment des protolépidodendropsis. Du haut de leurs 4 mètres, ils poussent dans des fourrés espacés les uns des autres. Leurs troncs mesurent seulement 10 cm de largeur, mais sont plus larges à la base. Mais alors que les plantes connaissent une véritable révolution biologique, un nouveau venu va faire fort en termes d'évolution et de taille. Alors que la reproduction des premières plantes qui ont colonisé la terre ferme demeure strictement dépendante de l'eau, l'apparition des graines va leur permettre de s'affranchir de leur milieu d'origine. Les spermatophytes, qui sont les plantes productrices de graines, se développent doucement, il y a environ 390 millions d'années. Les éléments assurant la dissémination de la plante ne sont plus des spores, mais des graines. Ces dernières sont protégées par plusieurs enveloppes protectrices, remplies de lignine qui contient non seulement un embryon, mais également toutes les réserves nécessaires à son développement durant les premiers stades, autrement dit, des glucides, des lipides et des protéines. La graine se détache de la plante et assure la dissémination de l'espèce. Elle possède pour cela de nombreux atouts, comme une toute petite taille, ou encore des crochets lui permettant de se fixer sur les animaux, des appendices offrant une prise au vent. C'est une véritable révolution botanique, puisque ces nouvelles plantes à graines s'affranchissent de l'eau et évoluent vers une reproduction aérienne.
La graine permet également de marquer des pauses indispensables. Elle peut entrer en dormance, c'est-à-dire dans un état de vie ralenti, afin d'attendre des conditions extérieures favorables pour que sa germination aboutisse. C'est ainsi que des graines peuvent demeurer vivantes, enfouies dans le sol pendant plusieurs années avant de germer. Désormais, les plantes n'ont plus la nécessité de vivre dans des habitats constamment humides. Elles peuvent coloniser de nouvelles régions du monde. L'apparition des premières plantes à graines a complètement modifié notre planète. À la fin du Dévonien apparaît celui qui est aujourd'hui considéré comme le premier arbre moderne. Archaeopteris plonge ses racines dans les sols humides des grands marécages, il y a 370 millions d'années. Cette plante appartient au groupe fossile des progymnospermes, un groupe à l'origine des gymnospermes actuels. Il possède de nombreuses caractéristiques communes avec les plantes à graines. Il se développe dès la fin du Dévonien et demeure jusqu'au Carbonifère. Il réussit à s'implanter largement autour du globe. Archaeopteris est véritablement un géant de l'époque, puisqu'il peut atteindre de 30 à 40 mètres de hauteur. La largeur de sa souche peut atteindre jusqu'à 1,5 mètre. Il produit des ramifications proches de celles que l'on retrouve chez les plantes à graines. Son tronc est constitué de lignine et de cellulose. Sa structure est très proche de celle des conifères modernes. Ce bois est nouveau pour l'époque. Il apporte des atouts non négligeables, puisqu'il permet de soutenir le végétal et de conduire la sève. De larges frondes se déploient à sa cime, rappelant la forme des fougères. Elles sont orientées horizontalement afin de capter au maximum la lumière du soleil et sont dotées d'organes photosynthétiques remarquables. Les branches d'Archaeopteris se différencient en deux catégories. D'un côté, des branches végétatives ordinaires et d'un autre côté, les branches fertiles qui portent les grappes de sporanges. Archaeopteris possède donc des spores mâles et des spores femelles. On parle d'hétérosporie, comme pour les plantes à graines actuelles. Archaeopteris réussit à grandir rapidement, puisqu'il possède en hauteur des cellules méristématiques qui se multiplient rapidement. Il possède également des ramifications axillaires, lui permettant de créer de nouvelles branches pérennes et non caduques. Ainsi, l'arbre demeure en vie même après la mort de sa plus haute extrémité. Archaeopteris est précurseur dans d'autres domaines également. Il réalise le marcottage, qui est une technique qui consiste à faire prendre racine à l'une de ses branches en l'enfouissant dans le sol. Il peut ainsi pousser sur une autre base. Il a également inventé le bouturage, qui permet à un nouvel arbre de se développer à partir d'un fragment d'une branche qui est capable de lancer des racines dans le sol. Toutes ces évolutions exceptionnelles ont certainement été mises en place par Archaeopteris afin de contrebalancer ses difficultés en ce qui concerne son mode de reproduction, puisqu'il produit toujours des spores. Ce dernier nécessite des conditions très spécifiques, telles qu'un milieu humide ou encore la rencontre des spores. Cette performance soulève bien évidemment la question de sa disparition totale au début du Carbonifère. Peut-être a-t-il consommé de grandes quantités de dioxyde de carbone et contribué à diminuer l'effet de serre qui entraîna une glaciation à l'époque. Ou a-t-il été concurrencé par les premières plantes à graines qui ont parallèlement commencé à se développer ?
Archaeopteris étant des premiers chaînons de l'évolution d'un groupe appelé les fougères à graines. Les premières plantes à produire des graines et non des spores s'apparentent plutôt à des fougères. C'est pourquoi elles sont nommées fougères à graines. Ces dernières s'implantent dans des habitats plus secs. Elles sont les ancêtres des plantes qui dominent presque tous les habitats de la Terre aujourd'hui. Et parmi elles, on retrouve de véritables géantes. Apparus durant le Trias, les Bénétitales sont un magnifique groupe de plantes à graines s'apparentant à des palmiers. Beaucoup d'entre elles possèdent des troncs volumineux, ramifiés et ligneux. Leurs feuilles ressemblent à celles des cicadales modernes. Elles produisent des structures en forme de cône, certainement appréciées des insectes. Leur appareil reproducteur est un intermédiaire entre celui des gymnospermes et celui des angiospermes. Il y a bien un ovule nu, mais il est entouré de pièces de type floral, comme des pétales, le tout ressemblant fortement à la fleur des angiospermes. Les espèces de Bénétitales peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les médulosales sont des fougères à graines qui poussent dans les plaines tropicales ou subtropicales. Avec leur forme de petits arbres, elles peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Ce groupe se diversifie fortement au Carbonifère. Les feuilles des médulosales prennent la forme de gigantesques frondes qui peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de longueur. Leur système reproducteur se constitue de graines épaisses, mesurant plusieurs centimètres de diamètre, et de grains de pollen plutôt massifs. Ces plantes ont ainsi besoin de l'intervention d'animaux disperseurs et pollinisateurs. Les médulosales conquièrent le monde entier. Le tronc principal est constitué de moelles souples, une innovation dans les systèmes des vaisseaux. Ainsi, ces plantes peuvent produire des tiges solides sans avoir besoin de beaucoup de bois. Les cordaïtes sont de véritables plantes géantes qui se développent dans une large diversité d'habitats. On les retrouve autant dans les marais ressemblant à des mangroves où elles sortent de l'eau de mer qu'en bord de zones humides tropicales, mais également dans des habitats plus secs. Les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres de hauteur. Les feuilles des cordaïtes s'apparentent à de longs rubans et sont composées de nervures parallèles. Leur taille peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur et 15 cm de large. Les feuilles sont disposées en hélice sur les branches et sont dotées de stomates uniquement sur leur face intérieure. Les spécimens les plus massifs préfèrent les régions plus élevées et bien drainées, alors que les spécimens de taille moyenne poussent dans des zones humides. Les glossoptéridales sont un groupe d'arbres dont les feuilles ont été découvertes dans des endroits très reculés du monde, preuve de la dérive des continents sur une période de longue durée. Les feuilles des glossoptéridales sont en forme de langue et elles peuvent être aussi longues qu'un concombre. Les feuilles caduques tombent à l'automne et de nouvelles poussent à chaque printemps. Les feuilles ornent des branches d'arbres qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Leur mode de reproduction les classe en tant que parents proches ou ancêtres des angiospermes. Le pollen, ainsi que les graines, sont produits dans différents organes qui sont attachés à des feuilles séparées. Les organes polliniques prennent la forme de feuilles portant des sacs ou des grappes en forme de cône. Les racines ont également une morphologie caractéristique.
Elles possèdent des cloisons espacées qui donnent l'apparence d'une colonne vertébrale ainsi qu'un bois lobé en leur centre, constitué d'espaces internes entre les lobes. C'est une morphologie exceptionnelle parmi les plantes. Les glossoptéridales sont des plantes dominantes de la flore et sont largement diversifiées. Elles sont présentes pendant une partie du Permien, puis tentent à disparaître à la fin du Trias. Le genre qui a inspiré le nom du groupe et qui est également le membre le plus haut et le plus connu est Glossopteris. Ces différentes fougères à graines sont les précurseurs des gymnospermes, un groupe de plantes à cônes et à graines. Les gymnospermes sont divisés en groupes en fonction de leur parenté. Parmi eux, on retrouve les niétophytes. Même si ces derniers peuvent apparaître très différents les uns des autres, ils renferment une particularité dans leur système de transport de l'eau qui ressemble beaucoup à celui des plantes à fleurs. Le ginkgo, également nommé arbre aux 40 écus, fait partie d'un autre groupe de gymnospermes, appelé ginkgophytes. Ce groupe présent il y a environ 270 millions d'années a vu toutes ces autres espèces s'éteindre. Seul le ginkgo représente ce groupe aujourd'hui. Durant le Permien, ces plantes ont prospéré sur toute la surface du globe, avec une forte expansion durant le Jurassique. À la suite des glaciations quaternaires, seule l'espèce Ginkgo biloba a survécu dans de rares régions qui affichaient des températures plus clémentes. Elle est désormais considérée comme un fossile vivant. Il s'agit d'un arbre élancé, avec un port pyramidal. Il est orné de belles feuilles en éventail qui arborent une somptueuse couleur dorée en automne. Il peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur pour les plus grands spécimens. Le ginkgo a une croissance lente et une durée de vie très longue. Certains de ces arbres peuvent vivre plus de 3000 ans. L'écorce du tronc des jeunes spécimens est dans un premier temps lisse, puis elle se craquelle et se fissure au fil du temps. Elle affiche une couleur brune à grise. Les branches partent du tronc presque à angle droit. Le ginkgo possède des feuilles ayant une forme bien particulière. Elles arborent 2 lobes, tels des palmes, sans aucune nervure centrale. La couleur, plutôt verdoyante, jaunit en automne. Les feuilles peuvent atteindre jusqu'à 15 cm de long. Ces arbres sont soit mâles, soit femelles. La pollinisation a lieu au printemps et les ovules fécondés sont matures à l'automne. Cet arbre géant préhistorique a résisté à tous les obstacles mis sur sa route depuis tous ces millions d'années. Il est même le premier arbre à repartir après les radiations de la bombe atomique à Hiroshima. Il possède une énorme résistance aux parasites, aux prédateurs naturels et à la maladie. Dès lors qu'un incendie se déclare à proximité et qu'il sent la chaleur monter, il s'ignifuge lui-même. Le ginkgo produit une substance protectrice, rendant son écorce ininflammable. Durant le Dévonien, il y a 380 millions d'années, des forêts composées d'arbres de 10 à 30 mètres de haut recouvrent la surface de la Terre dans ces régions les plus humides. Mais la période qui sera le plus marquée par les premiers géants d'origine végétale est le Carbonifère. La période du Carbonifère débute il y a environ 359 millions d'années et se prolonge jusqu'à moins 299 millions d'années. Elle doit son nom à l'abondante production de charbon qui a débuté durant sa seconde moitié. À cette époque, 2 grands continents dessinent le globe terrestre, la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. À la fin de l'ère précédente,
leur collision a donné naissance à un supercontinent, nommé la Pangée, entouré de l'immense océan Panthalassa. Le choc a créé une chaîne de montagnes bien visible entre les deux anciens continents. La chaîne hercynienne est la partie orientale. À l'ouest, on retrouve les Appalaches et les Mauritanides. L'ensemble de ces montagnes est situé au niveau de l'équateur. Le climat est doux et humide. Des forêts marécageuses se développent à leurs pieds, formant les futurs réservoirs de charbon, à l'origine du nom Carbonifère. C'est en effet lors de cette période géologique que s'est constituée la majorité des stocks mondiaux de charbon, toujours exploités aujourd'hui. À l'origine de cette roche arborant une couleur noire ou marron foncé, la dégradation de la matière organique végétale. Alors qu'à la fin du Dévonien, le niveau des mers était globalement en baisse, au Carbonifère, il s'élève petit à petit, engendrant la formation de mers épicontinentales. La température moyenne sur Terre est d'environ 20 degrés Celsius. Et cette dernière devient un terrain idéal pour le développement d'une flore abondante et luxuriante. On y retrouve des ancêtres des plantes vasculaires, avec notamment les fougères ou encore les ginkgos. Les forêts se dressent à perte de vue, avec un savant cocktail d'arbres, feuillus et conifères, de lycopodes ou encore de plantes à graines. Cet environnement est non seulement propice au développement des végétaux, mais cette nouvelle abondance de nourriture attire de nombreux animaux, dont certains étaient à l'origine marins. Ils quittent leur milieu et évoluent peu à peu dans ce nouvel environnement terrestre. Cette expansion des forêts sur les surfaces continentales marque l'entrée de la Terre dans l'âge de l'oxygène. Toutes les plantes utilisent la photosynthèse. La concentration de l'oxygène dans l'air augmente ainsi considérablement. On atteint un taux de 35%, alors qu'il est de 21% actuellement. Cette atmosphère hyperoxygénée profite aux arthropodes, une famille comprenant les insectes, les araignées, les crustacés et à certains vertébrés qui évoluent jusqu'à atteindre des tailles gigantesques. Meganeura, par exemple, est une libellule géante qui arbore une longueur d'environ 30 cm, pour une envergure qui dépasse les 70 cm. Elle est l'un des plus grands insectes n'ayant jamais existé. Elle vit à proximité de points d'eau et évolue dans les forêts tropicales. Ce superprédateur redoutable se plaît dans une végétation à son image, grande et florissante. Car ce gigantisme généralisé touche aussi bien la faune que la flore. Les premières fougères ont vu le jour au Dévonien, il y a environ 400 millions d'années. Elles deviennent l'un des groupes de plantes dominants sur Terre durant le Carbonifère, environ 100 millions d'années plus tard. Tout comme les lycopodes géants qui ressemblaient à des arbres, les fougères forment de vastes marécages verts dans le monde entier. Les fougères sont toutes différentes. Certaines ont de grandes frondes, évoluent en arbres imposants, alors que d'autres sont aussi petites qu'un ongle. Les fougères dites tropicales se développent rapidement, alors que les fougères arborescentes qui se trouvent dans des endroits plus frais se développent moins vite. C'est cette large diversité qui explique leur succès, puisqu'elles sont capables de s'épanouir dans différents habitats. Le lépidodendron fait partie de ces premiers géants végétaux qu'a connus la Terre. Il mesure jusqu'à 30 mètres de haut. Son tronc peut atteindre une largeur de 2 mètres à la base
Sa cime gigantesque s'élève et affiche une forme de brocoli. Ses feuilles ont la forme d'aiguilles et jaillissent directement du tronc en formant de grandes spirales vertes. Lorsqu'elles tombent, elles marquent le tronc de cicatrices. Tout comme les autres lycopodes, le lépidodendron possède des spores qui sont produites dans la structure conique à l'extrémité. Aux côtés du lépidodendron, Sigillaria habille petit à petit la surface continentale du globe. Cet arbre possède un gros tronc écailleux, surmonté d'un feuillage hérissé. Bien que son tronc s'apparente à celui d'un arbre, il est en fait constitué de feuilles serrées les unes aux autres et non de bois. Mais s'il y a un type de végétation qui a fortement marqué le Carbonifère, ce sont les fougères. Même si celles-ci voient le jour au Dévonien, c'est durant la période du Carbonifère qu'elles deviennent l'un des groupes de plantes les plus développés. Alors que les lycopodes géants ressemblent à des arbres, les fougères, quant à elles, forment d'immenses marécages verts et recouvrent la terre entière. Les Watiesa sont parmi les plus anciens arbres connus. Ils appartiennent à un groupe de plantes ancêtres des fougères et des prêles. Ils ressemblent beaucoup aux fougères arborescentes, ainsi qu'aux palmiers qui demeurent aujourd'hui. Ils atteignent jusqu'à 8 mètres de haut. Watiesa possède des frondes plutôt que des feuilles. Elles sont situées en position verticale dans la couronne et insérées telles des hélices dans le tronc. Le tronc se forme probablement grâce à la perte des frondes, ce qui laisse des marques de cicatrices près de la couronne. Ce tronc, plutôt mince, arbore des rainures longitudinales. Au niveau des racines, il possède une forme conique inversée. De cette manière, de nombreuses petites racines peuvent pénétrer perpendiculairement dans le sol, permettant à la plante de rester en position verticale malgré sa grande taille. Les frondes, quant à elles, produites en grand nombre, constituent, une fois mortes, un tapis organique permettant aux animaux de se développer. Le Psaronius, tout comme le Watiesa, est une fougère qui pouvait atteindre la taille d'un arbre et culminer à 10 mètres de hauteur. Son tronc est large, épais et mesure jusqu'à 1 mètre. Ces magnifiques frondes vertes jaillissent du sommet et atteignent jusqu'à 3 mètres de longueur. Elles se développent à partir de bourgeons souples et enroulés appelés des crosses. Une des caractéristiques de cette plante géante est qu'elle ne possède pas de véritable tronc, mais plutôt un manteau racinaire épais qui est formé par de nombreuses radicelles. Ces dernières sont issues d'une tige centrale qui se situe en hauteur de Psaronius. Cette tige diminue en taille au fur et à mesure que l'on descend le long du tronc. C'est pourquoi, à la base, le manteau est, à l'inverse, totalement composé de racines. Certaines plantes arborent un manteau mesurant jusqu'à 1 mètre de diamètre au pied de l'arbre. Et, en son sein, c'est tout un écosystème qui se développe. En effet, d'autres espèces végétales, comme des plantes grimpantes et des épiphytes, vivent dans ce manteau. Parce que les feuilles de Psaronius peuvent arborer des tailles allant jusqu'à 2 à 3 mètres de longueur, leurs bases d'attache sont massives, afin de supporter le poids de ces grands spécimens. En tombant, les frondes laissent des cicatrices sur la tige. On les appelle des cicatrices foliaires. Psaronius est l'ancêtre de nombreuses grandes fougères, mais aucune n'est actuellement en forme d'arbre comme ce spécimen l'était à l'époque. Les prêles sont un genre de plantes issu de la seule lignée survivante d'un groupe très diversifié du Carbonifère.
aujourd'hui demeurent uniquement des espèces herbacées, alors qu'autrefois, les familles de prêles se composaient également d'espèces arborescentes. Les prêles sont des plantes herbacées vivaces. Elles sont également nommées queue de cheval, queue de rat ou encore queue de renard. Elles possèdent une tige creuse et des feuilles soudées en gaine à la base. Leur épiderme est incrusté de silice, qui est maintenant utilisé comme abrasif ou pour nettoyer la vaisselle. Les prêles actuelles sont herbacées et ne dépassent pas une soixantaine de centimètres. Cependant, durant le Carbonifère, d'autres espèces sont présentes et elles peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Les quelques 20 espèces de prêles qui subsistent aujourd'hui sont des fossiles vivants, vestiges de forêts autrefois colossales. La plus ancienne espèce retrouvée est Pseudobornia. Cette prêle primitive a été découverte à la fin des années 1800. Il aura fallu un siècle pour que les scientifiques comprennent que ce fossile appartenait en fait à un seul et même grand arbre qui pouvait atteindre environ 20 mètres de hauteur. Pseudobornia se compose d'un tronc central épais et droit, d'où dépassent de nombreuses branches feuillues. Cette plante géante préhistorique offre un refuge aux premiers animaux à quatre pattes qui s'aventurent sur la terre ferme. Une des espèces de prêles géantes arborescentes les plus connues est la calamite. Les calamites atteignent jusqu'à 30 mètres de hauteur et couvrent de vastes zones de marécages et de berges sablonneuses. Au loin, on peut les confondre avec des pins, mais en s'approchant, il est aisé de distinguer leurs grandes tiges, ressemblant plutôt à des bambous. Les calamites possèdent d'énormes ramifications souterraines, appelées des stolons, qui leur permettent de se développer et de faire pousser de nouvelles tiges, au cas où certaines seraient endommagées. Leur tronc atteint jusqu'à 1 mètre de diamètre et peut s'épaissir à l'aide d'un bois secondaire composé d'éléments de soutien et de réserve. L'aspect de cet arbre est impressionnant. Les tiges sont cannelées et brillantes et laissent des cicatrices sur le tronc lorsqu'elles tombent. Les feuilles des calamites sont uninervées et peuvent présenter des tailles assez impressionnantes sur les tiges terminales. L'espèce moderne qui se rapproche le plus des calamites est Equisetum, une prêle à tendance arborescente, mais qui n'atteint que 2 mètres de hauteur, pour un tronc de 10 cm de diamètre. Une taille relativement modeste par rapport à notre géante du Carbonifère. Si nous errions aujourd'hui dans une telle forêt préhistorique, les frondes hérissées des calamites seraient déployées au-dessus de nos têtes. Les calamites sont devenus des constituants majeurs du charbon. Une autre espèce de prêle primitive qui a existé durant le Carbonifère et le Trias est l'Arthropithis. Cette plante présente une ramification complexe pour l'époque, puisqu'elle est dotée de nombreuses branches. Cette géante peut arborer une taille jusqu'à 15 mètres de hauteur. Elle possède au moins 3 ordres d'axes qui forment une large couronne. Si les prêles de l'époque forment des fourrés à croissance rapide et recouvrent rapidement les marécages de la Terre durant des centaines de millions d'années, aujourd'hui, ces mêmes forêts sont clairsemées. Les prêles ont été remplacés par des plantes à fleurs. Le changement climatique et l'assèchement des terres ont probablement entraîné la disparition de nombreuses espèces. Aujourd'hui, si les prêles modernes sont beaucoup plus petites que leurs ancêtres préhistoriques disparus, certaines espèces qualifiées de fossiles vivants
peuvent encore atteindre des tailles jusqu'à 5 mètres, voire 8 mètres. On retrouve parmi elles Equisetum myriocaetum et Equisetum giganteum. La première espèce est un fossile vivant géant qui fait partie des plus hautes espèces de prêles modernes. La plante produit de nombreuses pousses, longues et fines, décorées de bandes brunes très espacées, d'où s'échappent de légères petites touffes de feuilles vertes. Equisetum myriocaetum forme de grands bosquets. La seconde, Equisetum giganteum, se fait littéralement appeler prêle géante. À côté des prêles géantes primitives, elle reste relativement modeste. Mais du haut de ses 5 mètres, elle est celle qui se rapproche le plus de l'image que l'on a des forêts préhistoriques. De plus, si elles sont soutenues par d'autres plantes, certaines de ces tiges peuvent atteindre une taille supérieure à 5 mètres. Ces dernières sont petites et minces et ne mesurent que quelques centimètres de diamètre. Cette explosion de vie et ce gigantisme seront de courte durée. Il y a 305 millions d'années, le climat devient plus sec. De nombreuses espèces végétales disparaissent. Les forêts tropicales luxuriantes se divisent en îlots de plus en plus petits. Ils s'éloignent les uns des autres et finissent par disparaître complètement. La couverture forestière mondiale diminue de 53%. C'est à ce moment-là qu'une roche se forme, nous laissant un héritage des plus précieux. Lorsque la matière végétale est immergée dans l'eau ou dans la boue, puis compressée et chauffée durant de longues périodes, elle se transforme en roche, appelée charbon. C'est un processus appelé houillification. Les végétaux du Carbonifère les plus anciens forment des débris qui se retrouvent recouverts par des végétaux plus jeunes. Ils sont ensevelis sous des sédiments. Comprimés sous des couches de roches et soumis à une température de 200 degrés Celsius qui se dégage du noyau de la Terre, ils se transforment en tourbe. Au fil des millions d'années qui suivent, la tourbe va perdre l'hydrogène, l'azote et l'oxygène qui l'a composé jusqu'à ce qu'il ne reste que le carbone. Le charbon est formé. Les stars de l'ère du Mésozoïque demeurent incontestablement les dinosaures. Au premier abord, l'arrière-plan importe peu. Et pourtant, il n'en demeure pas moins important. À la fois d'une allure familière, tout en étant différente par sa composition floristique, la végétation de cette époque présente différentes classes de végétaux, dont certaines que nous côtoyons encore actuellement. La composition d'une végétation est une chose, mais son apparence en est une autre. En effet, la forme des plantes est conditionnée par 2 données. Elles doivent se procurer de l'eau, mais également recevoir de la lumière. Ces 2 impératifs se trouvent le plus souvent dans des directions opposées, l'une au sol, l'autre en direction du ciel. C'est ainsi que la forme des plantes évolue, les obligeant à équilibrer au mieux leurs tissus et leur capacité de synthèse. De plus, la concurrence est sévère, étant donné que toutes les plantes utilisent la même ressource énergétique qui est la lumière. Il n'est pour cela pas étonnant de voir qu'au cours de l'histoire de la Terre, des plantes qui ont des affinités systématiques plutôt éloignées ont néanmoins adopté des formes proches. On parle d'arbres, de lianes, d'herbes ou d'arbustes. Au Mésozoïque, comme aujourd'hui, la végétation est influencée par le scénario des températures et de la pluviométrie annuelle.
Une autre donnée importante est le développement des animaux herbivores qui s'est fortement accru au cours du Mésozoïque, notamment avec les gigantesques dinosaures. La flore est soumise à une pression évolutive majeure. Les plantes doivent mettre en place des mécanismes de défense, comme des trichomes, qui sont des excroissances, des phytolithes, qui sont des petites particules minérales abrasives, ou encore des résines. Les premières fougères, apparues au cours du Dévonien, connaissent leur apogée au Carbonifère et, grâce à leur diversité, continuent de dominer la flore jusqu'à la fin du Crétacé. Elles seront seulement surpassées par les angiospermes. Les grands lycopodes qui surplombaient la Terre n'ont désormais plus de représentants de grande taille. Leur forme est plus proche de celle des plantes actuelles. Au fond des bois humides et frais et dans les forêts tropicales, on retrouve Cyathea, un genre de fougère arborescente. Elle surpasse les autres plantes en termes de taille, grâce à son tronc long et mince, qui peut culminer jusqu'à plus de 15 mètres de hauteur. De grandes frondes vertes s'échappent de sa cime. Les feuilles peuvent atteindre plusieurs mètres de long. Un nouvel ordre de plantes va se développer. Les cicadales. Les cicadales sont de l'ordre des plantes gymnospermes. Elles comprennent environ 350 espèces. Bien qu'elles ressemblent à des palmiers et qu'elles aient des caractères physiques semblables aux fougères, elles appartiennent à un groupe ancien de plantes à graines dépourvues de fleurs. C'est durant le Carbonifère que les premières cicadales sont apparues. Les premières plantes avaient de simples feuilles avec des nervures parallèles. Le groupe des cicadales va réellement exploser et se diversifier au Mésozoïque, parallèlement aux dinosaures. Par la suite, ces plantes vont survivre aux dinosaures affamés. Aux périodes glaciaires et aux astéroïdes. La plupart d'entre elles ont un tronc épais et ligneux et une couronne de feuilles rigides qui ressemblent à des fougères. Ces arbres connaissent une croissance lente, mais ont une longue durée de vie, puisque certains spécimens atteignent un âge estimé à 2000 ans. Le plus grand spécimen connu atteint 20 mètres de hauteur et arbore un tronc de 50 cm de diamètre. Il s'agit de l'Epidosamia opei. Ce gigantesque cycas se plaît dans les climats tropicaux. C'est un arbre dioïque qui possède des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des pieds distincts. Son tronc est ramifié et surmonté d'une couronne de grandes feuilles étalées pouvant mesurer jusqu'à 2,5 mètres de longueur. Une autre espèce atteint un record du plus grand diamètre, avec une dimension de 1,5 mètre. Il s'agit du Cica thouarsii. La racine des cicadales est plutôt épaisse. Leur tronc est, dans la plupart des cas, non ramifié, bien qu'il puisse se diviser en deux chez certains spécimens plus vieux. Son aspect écailleux est dû aux cicatrices foliaires, marque laissée par les feuilles tombées. Leurs feuilles vertes sont coriaces et brillantes. Les encéphalartos sont des plantes préhistoriques qui ressemblent beaucoup aux fougères arborescentes. Ils forment dans ces premières années une grosse touffe de feuilles mesurant 2 à 3 mètres de diamètre. Celle-ci demeure relativement proche du sol, sur un tronc sphérique qui s'épaissit au fil des années. Puis le tronc s'allonge jusqu'à atteindre une taille qui peut aller jusqu'à 15 mètres de hauteur. Il est surplombé des feuilles disposées en spirale, comme celles des palmiers. Le tronc peut alors atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre,
avec une partie également souterraine. Les racines sont épaisses et charnues. Les feuilles ont une couleur allant du gris clair au vert foncé. Elles sont persistantes et raides et se terminent par une épine. Macrosamia moorei est une espèce de cicadale robuste que l'on peut déjà apercevoir sur Terre il y a 300 millions d'années. Encore une fois, elle ne doit pas être confondue avec les fougères et les palmiers, malgré sa forte ressemblance. Cette plante se présente en deux états, soit à l'état mâle avec un cône pourvu de pollen, soit à l'état femelle avec des ovules. Les cônes mâles et femelles attirent toutes sortes de pollinisateurs. Certains minuscules insectes, appelés thrips, sont même devenus totalement dépendants des cicadales pour leur reproduction, puisque cette dernière ne peut avoir lieu nulle part ailleurs. Ils sont par conséquent tenus de rester proches de ces plantes pour survivre. Macrosamia moorei peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Le diamètre de son tronc est compris entre 50 et 80 cm. Ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de longueur. Elle demeure dans un climat tropical ou subtropical et a besoin d'un sol bien drainé, nécessaire à son développement. Au début du Mésozoïque, durant le Trias, les graines ont un tel succès que les plantes gymnospermes, productrices de graines, dominent la Terre. Les gymnospermes se composent de 4 groupes principaux: les gnétophytes, les ginkgophytes, les cicadales et les conifères. À cette époque, le climat est chaud et plus ou moins sec selon les régions et le monde végétal s'appauvrit. En revanche, les conifères, qui sont des végétaux mieux adaptés à ce climat, reconquièrent les niches écologiques laissées vacantes. Les premières espèces ont des graines qui tourbillonnent vers le sol, ce qui leur permet de rester en l'air plus longtemps. Elles peuvent ainsi parcourir de longues distances avant de se poser et de germer. Les conifères se définissent comme des plantes vasculaires à graines qui prennent une structure en forme de cône, d'où leur nom conifère, qui signifie « qui porte des cônes ». Les conifères survivent à de nombreux événements, de la dérive des continents, en passant par les changements climatiques et les éruptions volcaniques, jusqu'à l'apparition des plantes à fleurs, même si ces dernières vont tout de même causer leur déclin. Depuis plus de 300 millions d'années, ces géants existent sur notre planète et ils comptent parmi les plus anciennes plantes à graines vivantes. Les conifères d'aujourd'hui battent des records sans précédent. Un séquoia à feuilles d'if, nommé Hyperion, est le plus grand organisme vivant sur Terre. Âgé de 800 ans, il atteint une taille de 116 mètres de hauteur. Un autre spécimen de séquoia géant, nommé le General Sherman, arbore un tronc de 11 mètres de diamètre à sa base. Si gigantesque que l'on pourrait y faire entrer un car. Un autre record pour le pin Bristol Cone, dont un spécimen a dépassé les 4800 ans. C'est l'un des plus anciens organismes vivants. Les premiers conifères sont de taille relativement modeste par rapport aux géants que nous côtoyons aujourd'hui. On retrouve par exemple Thucydia ou encore Voltiale. Le Thucydia ressemble à une version miniature d'un Araucaria moderne, aussi connu sous le nom de désespoir des singes. Certains des conifères colossaux modernes pourraient avoir évolué à partir de végétaux plus petits, comme ce dernier. Ils pouvaient atteindre jusqu'à environ 2 mètres de hauteur.
À une époque où de nombreuses plantes ont connu des difficultés à survivre, Voltiale, un groupe de conifères résistants, se fait sa place. Parmi eux, Walkia se caractérise par une morphologie sous forme d'un long tronc, sans branches ni feuilles. Le pin de Wollemi est un conifère, unique espèce du genre Wollemia. Cet arbre surplombe les dinosaures avec ses 40 mètres de hauteur. Il porte une écorce singulière de couleur brun foncé et recouverte de nodules qui ressemblent à de toutes petites bulles. Les branches sont disposées de manière horizontale et pendent. Les feuilles sont courtes, ressemblant presque à des aiguilles. Le pin de Wollemi est la seule espèce d'arbre qui produit uniquement des branches sans ramification. Elle ne reste sur l'arbre que 5 à 10 ans avant de tomber, accompagnée de toutes les feuilles attachées sur elle. Cette plante est monoïque, c'est-à-dire que sur un même arbre sont produits les cônes mâles et les cônes femelles. Ceux-ci sont cependant bien séparés. Jusqu'en 1994, on ne connaissait cette plante que grâce à des fossiles. À cette date, une population vivante fut découverte dans une forêt tropicale au sein d'un parc national en Australie. Le pin de Wollemi, que l'on croyait disparu avec les dinosaures, fait finalement toujours partie des nôtres. Il y a 45 millions d'années, le métaséquoia, un arbre majestueux, domine les terres situées au nord du cercle polaire. Cette plante géante peut atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur. Alors qu'on pensait le métaséquoia définitivement disparu, dans les années 40, une nouvelle espèce a été découverte en Chine. Ce conifère se distingue grâce à une particularité. Il possède des feuilles caduques qui tombent en hiver. En effet, au premier froid de l'hiver, ces feuilles prennent une légère teinte cuivrée, puis tombent au sol. Le métaséquoia dispose d'un large tronc qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre. Le Cyadopitis est un arbre unique en son genre. Il ne possède pas d'ancêtre vivant proche. Ce fossile vivant existe depuis environ 230 millions d'années. À cette époque, ces forêts se répandent dans tout l'hémisphère nord. Ce géant peut atteindre jusqu'à 27 mètres de hauteur. L'arbre arbore une forme conique et dense, avec une écorce cartonneuse. Ce qui s'apparente à des feuilles est en réalité une tige modifiée. Il s'agit de structures spéciales appelées cladodes. Les cladodes sont des rameaux ayant l'apparence d'une feuille et assurant les mêmes fonctions, comme la photosynthèse. Au fil des années, les conifères évoluent et atteignent des tailles colossales. Les séquoias géants sont originaires de l'ouest des États-Unis, principalement de la Californie. Ils ont survécu à travers les époques et sont parmi les arbres les plus grands et les plus anciens du monde. La séquence de développement et de croissance des séquoias géants s'étend sur des millénaires, et certains spécimens existants ont des milliers d'années. Au début de leur vie, les séquoias géants ont une croissance vigoureuse et verticale et arborent une forme conique qui les caractérise bien. Dès lors que l'arbre est âgé de 100 ans et plus, il va se développer plutôt en diamètre et son sommet va s'arrondir. Son feuillage est constitué d'aiguilles pointues qui peuvent atteindre entre 3 et 15 mm. Si on les touche, elles dégagent une odeur d'anis. Son bois est riche en tanins et est ultra résistant aux champignons et aux insectes, si bien que des branches tombées au sol ne seront pas détruites par ces derniers. Sa richesse en tanins apporte à ce bois une forte résistance au feu et aux incendies.
Les racines de l'arbre peuvent s'étendre jusqu'à 30 à 40 mètres. Ce sont des arbres monoïques, c'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles cohabitent sur le même arbre. Les séquoias géants comprennent deux espèces principales. Le séquoia géant, Séquoiadendron giganteum, et le séquoia à feuilles d'if, Séquoiadendron sempervirens. Le séquoia à feuilles d'if est un arbre extraordinaire qui pousse dans les zones côtières humides. Il peut atteindre une hauteur allant jusqu'à 115 mètres. Ces arbres peuvent mettre des siècles avant d'arriver à maturité, bien qu'ils aient une croissance rapide. Les plus vieux spécimens atteignent 2000 ans. Ce sont des organismes vivants qui connaissent donc une durée de vie exceptionnelle. Le Séquoiadendron giganteum est également un géant connu sous le nom de séquoia géant. Bien que sa hauteur et sa largeur fassent de lui l'un des arbres les plus massifs de la planète, il ne détient pas non plus le record de l'arbre le plus grand, mais plutôt de celui qui atteint les volumes les plus importants. Avec une hauteur moyenne de 50 à 85 mètres et un diamètre de son tronc mesurant entre 6 à 8 mètres, ces spécimens peuvent atteindre un volume de 1400 mètres cubes et une masse estimée à plus de 2000 tonnes. Ce sont de véritables colosses. Un autre type de conifère habille les forêts préhistoriques. Il s'agit de l'Araucaria. Ces arbres apparaissent pour la première fois au cours du Jurassique, il y a environ 200 millions d'années. Les Araucarias se plaisent dans les forêts tropicales et subtropicales, bien que certaines espèces puissent également être trouvées dans des régions tempérées. Les Araucarias comprennent plusieurs espèces, parmi lesquelles on trouve l'Araucaria araucana, également connue sous le nom de désespoir des singes, originaire du Chili et de l'Argentine. Ces arbres sont souvent appréciés pour leur forme distincte et leurs cônes caractéristiques. Ils ont survécu à travers différentes périodes géologiques et sont témoins de l'évolution de la vie sur Terre depuis des millions d'années. Ces contemporains des dinosaures ont assurément dû prendre de la hauteur. Du haut de leurs 100 mètres, ils ont néanmoins tendance à prendre leur temps pour grandir, avec une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 2000 ans. Les Araucaria possèdent une géométrie particulière. L'architecture de leurs branches est extrêmement symétrique. Ces dernières sont disposées en étages et prennent la forme de couronnes régulières se répartissant de façon uniforme autour du tronc. Le tronc pousse verticalement sans aucune ramification. Cette caractéristique de pousse primitive ne se rencontre plus dans le règne végétal moderne. Leur surnom de désespoir du singe, parce que les singes ne parviennent pas à grimper dans ces arbres. En effet, les Araucaria ont développé un feuillage très dissuasif afin que le moins d'animaux possible n'atteignent leurs branches. Ils possèdent des écailles, des feuilles rigides et même des aiguilles acérées pouvant blesser quiconque s'y aventurerait. Ce sont d'ailleurs leurs écailles peu avenantes qui les ont sauvés des dinosaures herbivores. Il y a environ 140 millions d'années, une véritable révolution biologique a lieu. Les forêts florissantes de gymnospermes doivent faire face à un tout nouveau type de plantes, les premières plantes à fleurs. Leur succès est tel qu'elles modifient à jamais les paysages de la Terre. Les plantes à fleurs, également appelées angiospermes, sont des végétaux terrestres dans lesquels les ovules et les graines sont contenus dans une cavité fermée, en opposition aux gymnospermes, dans lesquels ces dernières sont mises à nu.
C'est durant le Jurassique, alors que le climat s'humidifie, que les plantes à fleurs se développent. Elles s'installent dans les niches écologiques que les résineux n'ont pas réussi à coloniser. On les retrouve tout d'abord dans les zones humides liées aux eaux douces. Puis les angiospermes se développent dans les sous-bois des plaines inondables, pour enfin investir les marécages côtiers. Au bout de quelques dizaines de millions d'années, les plantes à fleurs sont déjà présentes en abondance et très diversifiées. À la fin du Crétacé, les paysages végétaux sont profondément modifiés. Les angiospermes sont devenus le groupe végétal dominant. Les premières fleurs qui sont apparues ressemblent un peu à celles du magnolia. Ces plantes très anciennes font partie d'un groupe que l'on appelle des magnoliacées. Outre les magnolias, il comprend des plantes fascinantes, certaines ayant rapidement atteint des tailles impressionnantes. À leur côté, des espèces anciennes comme les nénuphars et les plantes ligneuses font partie de premiers groupes à se ramifier dans l'arbre généalogique des plantes à fleurs. Ces paléoplantes sont qualifiées d'angiospermes basales. Le lyriodendron est une plante également appelée tulipier, car ses grandes fleurs arborent une forme de tulipe. Cette superbe plante existait déjà il y a 90 millions d'années, durant le Crétacé. Le lyriodendron peut s'élever jusqu'à 60 mètres de hauteur et son tronc atteint entre 2 et 3 mètres de diamètre. Ses feuilles caduques ont une forme découpée et peuvent mesurer entre 10 et 16 cm. Elle se compose de 4 lobes qui lui donnent une forme de tulipe. Son feuillage jaune-vert au printemps deviendra jaune à l'automne. Les fruits apparaissent au bout de 20 ans. L'Ostrobaileia est une liane ligneuse rare que l'on retrouve dans les sous-bois des forêts tropicales. Elle peut atteindre jusqu'à 15 mètres. Ses tiges s'enroulent autour de grands arbres se tordant jusqu'à la canopée. Ses feuilles, d'une couleur bleu-vert, s'y déploient 2 par 2. Les fleurs sont jaune-vert pâle et couvertes de tout petits points violets. À l'instar d'autres fleurs qui dégagent des odeurs agréables, celle-ci se rapproche de la pourriture et attire les mouches. Ses fruits sont oranges, en forme de poire. Le genre Illicium comprend des arbres et des arbustes qui se plaisent dans les forêts ombragées. Il possède des fleurs particulières dotées de longs pétales s'enroulant vers l'extérieur. Ils peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. Leurs fruits, en forme d'étoile, expulsent des graines de manière explosive. Le Victoria est un nénuphar géant qui fait partie des plantes les plus étonnantes et les plus belles de toutes. Ses feuilles forment de vastes tapis de disques gigantesques qui flottent à la surface des lacs. Elles peuvent atteindre près de 3 mètres de diamètre. Le pourtour de la feuille est relevé, mais celle-ci possède une fente afin de tenir une fonction de gouttière lors des orages tropicaux. Ce nénuphar est si solide qu'il peut supporter un poids de près de 80 kg. Les fleurs sont magnifiques. D'une couleur blanche, elles s'ouvrent et attirent des coléoptères qui y restent piégés durant la nuit. Le jour suivant, elles se colorent en rose et libèrent les coléoptères. Témoins muets d'une ère passée, les plantes géantes préhistoriques influencent toujours l'écosystème actuel. Ces immenses végétaux, tant par leur envergure que par leur diversité, ont forgé le visage de la Terre tel que nous la connaissons aujourd'hui. Ils ont
ont influencé la biodiversité, le cycle de l'eau et les équilibres climatiques. Les lycopodes, les fougères, les cicadales, les conifères ou encore les plantes à fleurs ont tous joué un rôle crucial dans l'évolution des écosystèmes. Ces plantes ont développé des mécanismes d'adaptation, des stratégies de survie ou encore des interactions écologiques qui leur ont permis de prospérer au fil des ans. Les plantes géantes convertissent l'énergie solaire en matière organique par le biais de la photosynthèse. Leur gigantisme signifie donc qu'elles sont capables de fournir une quantité massive de biomasse qui constitue la base de la chaîne alimentaire. Elles sont de ce fait d'énormes producteurs primaires. De plus, elles participent à l'équilibre écologique. Elles influencent le climat en séquestrant le carbone et contribuent à la qualité des sols lorsqu'elles se décomposent. Plus les plantes sont grandes, plus elles offrent un habitat diversifié et sécurisé pour de nombreuses espèces. Que ce soit des insectes ou de petits mammifères, ils trouvent au sein des fougères géantes et des conifères géants de nouvelles niches écologiques leur permettant d'évoluer. Les plantes possèdent des parties comestibles comme les feuilles, les graines ou encore les fruits qui sont une source de nourriture non négligeable pour de nombreuses espèces. Les dinosaures herbivores, par exemple, étaient largement dépendants de ces plantes géantes pour leur survie. L'influence des plantes géantes préhistoriques persiste dans la structure même de notre biosphère. Le règne végétal et le règne animal sont en interconnexion complexe.